Bienvenue à ce webinaire portant sur l'utilisation de la bioimpédance-métrie dans la mesure du stress oxydant et de l'inflammation, qui va être présenté par le professeur Constantino Balestra, qui est professeur en physiologie des conditions extrêmes à l'université à la Haute École Bruxelles-Brabant, pardon. Voilà. Donc le professeur va d'abord faire sa présentation, puis vous pourrez poser des questions ensuite. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. Puis après, je les poserai directement suite à la présentation. Donc allez-y quand vous voulez. C'est parti. Mais de nouveau, bonjour à tous. Et excusez mon accent belge. Je pense que je vais essayer d'utiliser 99 au maximum, si je dois le dire. D'ailleurs, on ne sait jamais. Alors, on va démarrer dès le début avec la notion globale de stress oxydant. Je pense que c'est la chose la plus simple au monde. On parle de stress oxydant quand les radicaux libres qui provoquent le stress, quel qu'il soit, sont plus nombreux que les défenses qui permettent de les contrecarrer. C'est rien de plus compliqué que ça. Petit élément intéressant ici, vous avez une petite partie qu'on appelle les nanoparticules ou les microparticules, parce que on part du principe qu'aujourd'hui, certains stress oxydants et certains aspects inflammatoires déclenchent des réponses cellulaires spécifiques sous forme de microparticules qui elles-mêmes sont des signaux, des cytokines et autre chose. Globalement, on a fait le tour de la question. Alors, qu'est-ce qui se passe après ça? Si j'y arrive, voilà. Eh bien, il se passe qu'on utilise l'impédance-métrie. Alors, l'impédance-métrie, je ne dois pas vous l'expliquer, je pense que tous, vous la connaissez, vous connaissez le principe. Ce principe, il est relativement simple. On part d'un modèle de membrane qui est simple aussi, avec une capacité, une résistance. Les résistances sont généralement les protéines je dirais, transmembranaires qui permettent des flux et les capacités, c'est plutôt les membranes phospholipidiques qui elles-mêmes sont plutôt un frein au passage du courant, on va dire ça comme ça. Alors, le fameux principe du passe-eau, du filtre passe-eau, on part du principe que les basses fréquences passent plutôt dans l'aspect liquidien, les hautes fréquences plutôt dans l'aspect non liquidien, on l'a compris, puisqu'on est dans une logique de passage de courant et donc de calcul du reste du courant après être passé dans les résistances. Il y a l'angle de phase, je pense que vous le connaissez comme moi. Généralement, traditionnellement, il est pris à 50 kHz. Cet angle de phase donne une idée assez globale de l'état des membranes, on va dire ça au sens large, mais aussi de l'état de santé général. On verra pourquoi tout à l'heure. À partir de cet angle, on peut aussi faire on peut faire aussi ce qu'on appelle le diagramme Kolkol. Là, évidemment, ça nous donne toute une gamme de fréquences qu'on peut utiliser avec la haute et la basse fréquence et faire un ratio entre la basse et la haute. Et cette ratio, on l'appelle le ratio d'impédance. On verra peut-être ce qu'il est, sur quoi on peut l'utiliser. Si on va maintenant dans un modèle un petit peu plus évolué, on comprend qu'on peut ajouter des résistances à d'autres niveaux et on peut, en fonction des différentes fréquences qu'on aura utilisées, avoir des capacités ou des fréquences maximales ou théoriquement nulles. Alors aujourd'hui, dans la nouvelle technologie qui est la version 3, je dirais, du système aminogramme, eh bien, c'est très clair. On peut arriver à des fréquences théoriques infinies ou nulles. À partir de là, si on regarde ce qui se passe chez les personnes qui sont actives ou les personnes qui sont inactives, donc ça c'est l'impédance-métrie, je vais l'appeler classique. On peut calculer la masse maigre ou grasse. Évidemment, chez les personnes actives, la masse maigre est plus élevée. On retrouve un angle de phase, et c'est principalement cet aspect qui nous regarde aujourd'hui, en tout cas maintenant dans cette figure. On retrouve un angle de phase qui est généralement plus élevé que les personnes qui sont en inactivité. Ça, c'est quelque chose qui est clair pour nous avec une masse grasse qui diminue. Donc, ça, c'est l'utilisation classique de l'impédance-métrie. Et c'est très clair, une migration de l'angle de phase dans l'ouverture, donc dans l'augmentation d'angle de phase au cas où on fait une activité physique suffisante, et l'inactivité, c'est dans l'autre sens. On va faire le rapport de l'angle de phase et du rapport d'impédance tout à l'heure. Alors là, peut-être un petit élément
important, vous vous souvenez que l'impédance-métrie, en fait, elle est très, très efficace pour mesurer l'eau, et notamment l'eau extracellulaire, puisqu'on peut faire la part des choses en ayant plusieurs fréquences entre l'eau extra et intra, en fonction des différentes dias qu'on a vues il y a quelques secondes. Maintenant, un petit élément important. Si je regarde la partie inflammatoire, lorsque j'ai une inflammation ou j'ai un stress oxydant, puisque les deux sont relativement bien liés, eh bien, il faut savoir qu'on a une moindre cohésion entre les cellules. Cette moindre cohésion va permettre une extravasation relativement courante dans le cadre inflammatoire et dans le cadre du stress oxydant. Donc, vous allez avoir une légère sortie de liquide dans le système interstitiel, chose qui n'existe pas lorsque cet aspect inflammatoire ou cet aspect oxydant n'est pas présent. Ça veut donc dire que quelque part, comme mon système d'impédance est très bien fait pour mesurer l'eau, intra, extra, etc., donc ça m'arrange très bien, ça me permettra de faire un lien entre l'aspect inflammatoire éventuel ou oxydant et mes mesures d'impédance métrique. L'activité physique. Vous savez que l'activité physique est quelque chose de positif, évidemment, mais un des éléments essentiels pour ceux qui produisent un effort intense ou qui sont dans un entraînement intense, c'est de connaître le temps de repos entre les entraînements. Aujourd'hui, la notion de surentraînement n'est plus tellement à l'ordre du jour, on parle plutôt de syndrome de non-récupération. Et pourquoi cela? Bien parce qu'on sait très bien qu'après les adaptations physiologiques à l'effort, il y a une phase qu'on appelle une phase physiologique inflammatoire ou d'inflammation physiologique qui doit passer un certain temps. On peut y arriver jusqu'à 72 heures. Remarquez que j'ai retenu de ne pas dire 72, 72 heures après l'effort. Ça peut aller très loin, mais ça vous permet aussi, si votre impédance métrique peut être liée suffisamment à la phase inflammatoire, de savoir à quel moment vous pouvez recommencer un entraînement, par exemple, de haute intensité. Donc tout ça est quelque chose de connu, mais c'est à nous de pouvoir l'utiliser. Maintenant, il y a un autre élément qui ressemble très fort à cette phase inflammatoire post-activité physique, puisque par définition, l'activité physique, c'est une variation de notre stress oxydant. On amène plus de radicaux libres d'oxygène au niveau cellulaire pendant l'activité physique, mais on les compense par nos activités, en tout cas par nos enzymes et par les systèmes antioxydants. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a d'autres logiques qu'on appelle les fameuses oxy-inflammations. Et donc, on peut développer par le stress oxydant une inflammation. Et on peut le faire de façon expérimentale ou en fonction de certaines je dirais, pathologies spécifiques. Nous, on l'a fait de façon expérimentale. Et de façon expérimentale, on a regardé les réponses de toute une série de cellules. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, on va s'intéresser à une particulière ou deux. Mais on a pris différentes expositions à l'oxygène. Donc, vous voyez ici 10-15%, c'est hypoxique, puisque ce que vous respirez toute la journée, c'est 20%, 21% d'oxygène. Donc 10, c'est la moitié, 15, c'est un peu moins que la moitié, un peu plus que la moitié. Ensuite, on a fait de l'hyperoxie, en rajoutant de l'oxygène, donc 30%, une petite hyperoxie, 100%, une grosse hyperoxie. Et puis, on est allé encore plus loin dans le stress oxydant, en donnant beaucoup plus d'oxygène. On est allé dans l'hyperbarie, 1,4 atmosphères, ça veut dire que si je traduis ça en pourcentage, c'est 140% d'oxygène et 250% d'oxygène. Alors, on va s'intéresser à deux petites choses. La première, ce sont ce qu'on appelle les microparticules. Souvenez-vous de ce que je vous ai expliqué dès la première diapositive. Les microparticules, ce sont des signaux cellulaires envoyés, ou nanoparticules, mais ici c'est plutôt micro, envoyés par la réponse oxy-inflammatoire des cellules. Et vous voyez ici, ce sont des pourcentages d'augmentation. En fait, bizarrement, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien compris, on augmente à peu près tout le temps, bon, très peu en hypoxie ici, de façon très comparable, bizarrement, entre une toute légère hyperoxie et une grosse hyperoxie, et de façon très bizarre aussi, à 1,4 atmosphères, on diminue,
Et les 2,5, donc 250% d'oxygène, ben regardez, ça donne presque la même inflammation que 10%, et c'est moins inflammatoire, si vous voulez, que 100% d'oxygène. Donc, si je regarde le reste ici, et je regarde les cellules endothéliales, toutes les cellules endothéliales, dans la plupart du temps, ici, sont inhibées, sont réduites dans leur fonction, sauf à un pourcentage spécifique à 15% d'oxygène qui donne une différence. Donc, c'est vraiment un élément où on commence tout doucement à jouer sur le stress oxydant pour pouvoir développer une réaction spécifique de différentes cellules. Allons voir plus loin. Et là, on s'est intéressé à une expédition de certaines personnes que vous connaissez comme moi, c'est Laurent Balesta et toute son équipe, qui partaient dans leur expédition de Gombessa 5 et Gombessa 6. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces braves gens? Ils sont restés 28 jours dans une atmosphère ils étaient à 120 mètres de profondeur. En fait, on les met dans un habitat avec 120 mètres de profondeur, à la même pression. On les descend ensuite, donc ils sont toujours dans cet habitat, on les descend dans une petite tourelle à la profondeur 120 mètres, donc, par exemple, où ils peuvent rester sur leurs expéditions, sur ce qu'ils mesurent pendant un temps très long, 4-5 heures. Et ensuite, ils remontent dans leur habitat toujours à la même pression. Ce qui se passe, c'est que pendant ces 4-5 heures, ils sont à une pression partielle d'oxygène de l'ordre de 120%, si vous voulez. Donc, c'est comme s'ils avaient plus que 100% d'oxygène dans leur respiration. Et donc, ça nous intéressait de voir, puisque toute cette période a duré 28 jours. Ils sont restés 28 jours à une pression élevée et 28 jours pendant 4-5 heures par jour à une pression partielle d'oxygène très élevée. Donc, l'oxy-inflammation, eh bien, elle nous intéresse. Vous voyez les belles photos qu'ils ont pu faire. Ce sont des photos que vous avez vues dans la presse, évidemment. Et voilà toute l'équipe qui dit bonjour à tout le monde. Moi, j'étais un petit peu planqué, incognito, là-bas derrière. Donc, ça tombe bien, il ne fallait pas que je sois au premier plan non plus. Et donc, autre expédition, même chose, on a fait les mêmes mesures avec les fameux cercles de coralligènes qu'on retrouve, qui sont une énigme. On essaye de comprendre un peu mieux ce qu'il en est. Donc, vous voyez, on fait des mesures physiologiques, mais c'est surtout des mesures de type océanologique qui sont utiles pour les plongeurs de ce niveau-là. Donc, encore une fois, longue oxy-inflammation. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les mécanismes qui existent, mais tout ça est un continuum, en fait. La normoxie, l'hypoxie, l'hyperoxie, normobare et hyperbare, ça refait à peu près les mêmes genres de logique. Donc, c'est intéressant de voir les mécanismes qui sont repris là-dedans. D'ailleurs, entre nous, ce sont des mécanismes qui ont obtenu le prix Nobel en 2019. Donc, c'est quand même des choses assez importantes. Ici, vous voyez Laurent Balesta avec un système que vous reconnaissez évidemment, et il prenait donc ces mesures. On a vu une chute de masse maigre, rien que chez une personne, tous les autres n'ont pas chuté, autre chose. Mais si vous regardez ici, regardez l'angle de phase. L'angle de phase a diminué au fur et à mesure. Vous allez me dire, c'est un peu logique, parce que cet angle de phase, comme il est aussi quelque part dépendant de l'intégrité de la membrane, eh bien évidemment, c'est logique qu'il diminue, puisque je vous ai montré que l'inflammation ou l'oxydation amène des petits détachements des adhésions entre cellules. Et le ratio d'impédance, il a au fur et à mesure augmenté. Et on peut en faire une régression toute claire. Donc, on a vu une différence très claire du début à la fin de l'augmentation de l'angle du ratio d'impédance, et on a vu une réduction au fur et à mesure de l'angle de phase. C'est tout à fait logique puisque l'un est lié à l'autre de façon inverse. C'est assez normal. Et ici, si on le regarde en variation relative, on voit qu'on a une variation relative très prédictive en fait. Très prédictive en fonction du nombre de jours de oxy-inflammation, appelons-le comme ça. Donc pour nous, c'est quelque chose de très parlant. En tout cas, ça nous intéresse par rapport notamment à
capacité de gérer certaines expositions intenses au stress oxydant. Alors, si on regarde maintenant de façon très rapide, on ne va pas tout voir, mais regardez ici, l'angle de phase et le ratio d'impédance sont corrélés négativement à 0,95. Donc, très, très corrélés, l'un est dépendant inversement de l'autre, c'est tout à fait logique. Maintenant, regardez, le quotient de forme physique, qui est un quotient non directement calculé, eh bien, il est quand même fortement corrélé au ratio d'impédance. Donc, c'est intéressant à le savoir. Et une autre bonne corrélation, on va dire, de l'ordre de 63%, c'est le niveau d'activité physique, qui est à peu près la même chose que le quotient de forme physique. Donc, tout ça, déjà, ça nous conforte, ça donne une bonne logique. Même chose ici, vous voyez les mêmes chiffres, en fait. Alors, regardez, oui, bon, ici, quotient de forme physique, c'est ce que je viens de vous démontrer. Maintenant, regardez les marqueurs spécifiques, parce qu'on a pris des prises de sang, notamment chez les plongeurs dont je vous ai parlé, et vous regardez ici, le rapport d'impédance est lié à 61%. Bon, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même suffisamment représentatif à ce qu'on appelle la capacité antioxydante totale. C'est une mesure assez utile et qui nous ramène quand même à des choses, je dirais, pratico-pratiques. Le cortisol, bon, pour ceux qui sont assez, je dirais, habitués à cette mesure, c'est une mesure globale, on va dire, de ce qu'on peut appeler le stress, y compris le stress environnemental. Il faut savoir que là, par exemple, ils avaient très froid pendant très longtemps quand on reste 4 heures à cette profondeur, et surtout quand on respire de l'hélium, puisque en plus de ça, ils respirent de l'hélium. L'hélium est aussi inflammatoire en soi, donc vous comprenez que ce sont des choses qui étaient utiles à mesurer. Maintenant, l'autre logique, c'est l'impédance, le ratio d'impédance et l'âge. Alors ça, c'est quelque chose qui a été plus ou moins démontré depuis longtemps, mais vous voyez là, effectivement, le ratio d'impédance qui diminue de façon générale correctement et il commence à augmenter à une petite... quand on arrive à 0,80 à peu près de ratio d'impédance, et bizarrement, ça colle à moitié au-delà de la soixantaine. Donc, quand ce ratio commence à changer, évidemment, ça vaut peut-être la peine de s'en souvenir. Vous savez que ce sont des choses qui sont mesurées. Donc, ratio d'impédance en rapport avec l'oxy-inflammation, en rapport avec l'inflammation, chose qu'on doit quand même continuer à développer, mais on a déjà un petit marqueur qui pourrait être utile, notamment pour comprendre quand l'entraînement à haute intensité peut reprendre, quel est le taux de récupération suffisant et voir comment nous gérons notre stress oxydant. C'est le moment de poser des questions. Merci. Alors, pour l'instant, il y a une seule question dans le chat, mais moi, j'en ai aussi quelques-unes. Puis si des gens veulent en poser, n'hésitez pas à poser vos questions pour le chat. C'était une question de Carole Auvray qui demandait si, du coup, lorsque vous parliez d'oxygène dans les tourelles de plongée, vous désignez en fait le mélange gazeux utilisé pour pressuriser la tourelle. Eh bien, oui et non, parce que les plongeurs ne respirent pas nécessairement le même mélange qui est utilisé dans leur tourelle. Dans ce cadre-ci, lorsqu'ils plongeaient ensuite, ils sortaient de la tourelle, ils n'étaient pas liés à la tourelle, c'est un cas particulier. Ils étaient donc avec un circuit fermé, ce qu'on appelle un recycleur, et le recycleur était je dirais, calibré avec une pression partielle d'oxygène de 1,2 atmosphères, donc 120% si je veux traduire ça de façon comparable. Donc 120% d'oxygène. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai qu'il est évident qu'ils étaient, l'ambiance était à l'héliox. L'ambiance dans laquelle ils vivaient, c'était de l'héliox, de l'oxygène et de l'hélium et de l'oxygène. Voilà. D'accord. Alors, s'il y a d'autres questions dans le chat, je peux les poser. Moi, je vais poser une question alors, qui est tout à fait naïve, notamment sur l'héliox. Est-ce que respirer un mélange d'hélium et d'oxygène, ça a un effet physiologique autre, étant donné que l'hélium est quand même
dans des proportions très faibles au sein du corps, enfin pas du corps, pardon, de l'atmosphère et dans l'air que Alors, nous on respire lorsqu'on est, on est dans l'air ambiant. très bien. Alors, il faut savoir que pendant des années, l'hélium a été considéré comme un gaz totalement inerte. Et donc, dans ce cadre-là, le gaz inerte, normalement, il ne devrait pas interférer. Mais justement, sur l'aspect inflammatoire, on est en train de se rendre compte qu'il y a quand même une petite réaction inflammatoire due à l'hélium aussi. Mais ce sont des choses qu'on étudie que depuis 3 ou 4 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel on ne va pas dire on ne s'y attendait pas, mais en tout cas qu'on n'avait pas du tout investigué. Et c'est surtout, ou en tout cas grâce à ces travaux, qu'on est en train de s'en rendre compte. Hmm. D'accord. Du coup, il y a une question de Nicolas Garvin dans le chat qui demandait, qui est sportif de haut niveau et du coaching, et qui demandait en fait comment il peut mesurer ce type de phénomène, notamment sur, je pense, la quantification de la charge de travail, et à quelle fréquence avec l'appareil de bioimpédance métrique. Alors, quelle fréquence je ne pense pas je ne sais pas quel modèle il a, mais en tout cas, dans le modèle classique, on donne un ratio d'impédance qui est déjà calculé. Donc, il suffit de regarder son ratio d'impédance et voir l'évolution de ce ratio d'impédance vis-à-vis de la personne elle-même, et donc se rendre compte si le temps de récupération est suffisant ou pas. D'accord. Donc après moi, pour compléter aussi au niveau exercice physique, plus sur les conditions de standardisation de mesure, parce que comme vous le soulignez, ça peut être intéressant dans le suivi de la récupération, mais aussi, par exemple, pour optimiser une récupération post-exercice. Et l'activité physique, en fait, va induire pas mal de modifications physiologiques, notamment l'augmentation de la température corporelle et une transpiration. Et en fait, on sait que ces changements physiologiques modifient les résistances mesurées, notamment la résistance de la peau. Et donc, vous allez avoir des résultats qui sont différents. Mais Et si rappelez-vous vous que voulez, j'ai dit quand même que c'était jusqu'à 72 heures, 72 heures après. Donc, c'est plutôt dans ces eaux-là qu'il faudra mesurer, pas directement après l'effort. oui, oui, ça, je suis d'accord, mais si je prends l'exemple, un exemple que j'ai fait sur moi, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site d'Aminogramme dans les études de cas pour, par exemple, voir l'hydratation, si on repart plus sur de l'optimisation de réhydratation, ça peut être, par exemple, vous pouvez le faire 1 heure même après un entraînement, le temps qu'il y ait un retour physiologique normal. Par contre, on peut très bien imaginer par rapport à ce que vous disiez sur le ratio d'impédance, d'avoir un ratio d'impédance qui est plus haut au moment, à la fin d'un exercice qui serait lié en fait à l'augmentation du stress oxydant et de l'inflammation de l'exercice. Essayer de voir quelle charge ça a créé sur l'organisme et après voir 72 heures si on a un retour à la normale après la résolution de l'inflammation. Donc, c'est plus que, enfin, quand je dis 72 heures, c'est Mm. le signal peut exister Oui, jusqu'à 72 heures, mais rien oui, n'empêche de le mesurer avant. Mais il ne faut pas le mesurer à chaud, comme on dirait. Donc, ici, on oui. dit 2, 3 heures après, évidemment, sans problème. Oui, puis alors, c'est en plus ce signal, il peut être intéressant parce que cette inflammation, elle est surtout liée en fait à la récupération musculaire et ça permet de vérifier si on est inflammé toujours à 48 heures, c'est qu'on est en train de réparer le muscle et donc il faut laisser faire ce, euh, ce phénomène naturel. Ou respirer de l'oxygène. Voilà. Oui, ou respirer de l'oxygène. Après, dans la récupération, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, je vois pas forcément d'autres questions dans le chat. Moi, j'avais une question aussi sur comment dire, l'utilisation dans un contexte médical, parce qu'à l'heure actuelle, on voit quand même que beaucoup de pathologies chroniques euh, sont, euh, sont très très liées justement à ces états d'oxy-inflammation, enfin, notamment d'une très grande relation entre stress oxydatif et inflammation. Donc, pour moi, je pense que l'utilisation de ces deux données peuvent être très intéressantes. Mais est-ce que dans de l'expérience que vous avez et potentiellement des limites que vous utilisez, est-ce que vous pensez que les limites actuelles peuvent être adaptées à des cas pathologiques ou alors faut qu'on aille chercher vraiment des limites qui soient spécifiques à chaque pathologie?
Alors, encore une fois, je pense qu'il faut toujours travailler en valeur relative. Par définition, toutes ces mesures, il faut être attentif à en utiliser de façon trop standard, enfin, quand je dirais standardisé, trop normé, on va dire ça comme ça. Parce que le mieux pour des patients qui évoluent, c'est de voir l'évolution de leurs mesures. Et c'est clair qu'un patient qui a une dialyse n'aura pas exactement le même ratio ou les mêmes angles de phase que n'importe qui d'autre. Mais aller dire que les dialysés ont généralement un angle de phase comme ça, comme ça et comme ça, c'est vrai, mais ce n'est probablement pas la bonne façon de le faire. Il vaut mieux voir l'évolution individuelle. Et je pense que le programme qui est fourni le permet justement. Donc, c'est très intéressant de faire comme le programme le propose. Donc, je pense que cette réflexion existe déjà ou a déjà été mise en place par les concepteurs. Oui, oui, je vous rejoins effectivement sur ça, l'idée d'avoir des valeurs de référence pour l'individu et de voir ces modifications sur à long terme ou à court terme pour voir s'il y a des problèmes. Moi, j'avais une question aussi plus sur la partie entre guillemets physiologique des plongeurs que vous avez suivis, parce que là, on vient justement de parler de physiologie et notamment de composition corporelle avec des gens qui peuvent avoir des compositions corporelles justement, bah, soit avec beaucoup moins de masse musculaire, beaucoup de masse grasse, voire les deux en même temps. Mais du coup, vous, en fait, les plongeurs que vous avez vus, c'est des gens qui, d'un point de vue composition corporelle, peuvent être considérés comme des sportifs, mais vous avez quand même vu des augmentations très importantes de l'IR et une baisse assez importante de l'angle de phase qui sont très spécifiques de cet état cellulaire modifié par l'oxy-inflammation. Ben, c'était le but. En fait, Mm. l'idée, c'était justement de mettre, enfin, en tout cas, d'utiliser des personnes qui avaient des pressions partielles d'oxygène respiratoire pendant des heures qui étaient au-delà de ce que la normale a. Parce que même si vous allez en caisson hyperbare, vous restez à 2,5 atmosphères, maximum 90 minutes. Donc, c'était là que ça nous intéressait d'avoir plusieurs heures à stress oxydant intense et voir un petit peu comment les Mm. choses pouvaient évoluer. Donc, déjà, on sait que l'âge, on sait que l'inactivité Mm. augmente cet aspect inflammatoire, mais nous, on voulait justement pousser le bouchon plus loin et voir un petit peu si c'était toujours vrai, ce qui est le cas. Mm. Avec cette particularité qu'on est en train d'analyser un petit peu plus, ce shift, ce moment je dirais, d'inflexion qui est le 1,4 bar. Là, c'est assez intéressant pour nous. On va essayer de voir ce qu'il en est. D'accord. Alors, c'est une nouvelle question de Carole Ouvray qui demandait si c'était possible de voir l'acide lactique dans l'impédance via le dispositif. Alors, je n'ai pas fait le test, mais personnellement, je ne pense pas que ça soit la meilleure des choses parce que l'idée de l'acide lactique, c'est que vous avez effectivement tout un système enzymatique spécifique et spécialement, je dirais, entraîné par votre activité physique. Et donc, je ne pense pas qu'il faille regarder l'acide lactique en soi. Vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler sur la récupération active, etc., pour pouvoir gérer la phosphofructokinase, etc., ou la lactate déshydrogénase. Donc, tout ça fait partie d'un entraînement tout à fait logique. Mais de façon générale, si vous regardez votre angle de phase qui donne un état inflammatoire ou un état oxy-inflammatoire plus global que spécifiquement musculaire, je pense que c'est mieux. Parce que ça veut dire en clair que malgré tout ce que vous avez fait au niveau de récupération de votre acide lactique par votre activité spécifique, ou en tout cas par vos systèmes spécifiques de récupération de l'acide lactique, eh bien, s'il vous reste encore quelque chose en plus comme oxy-inflammation, ça montre qu'il faut peut-être un peu plus de récupération. D'accord. Donc, j'avais aussi une question de mon côté, mais qui est plus une ouverture, parce que vous êtes aussi, bah, du coup, vous avez utilisé le nouveau dispositif, le Biodix PR3, qui permet, via via la spectroscopie, d'avoir d'autres paramètres dont vous avez parlé, notamment la capacitance
la résistance extracellulaire et la résistance intracellulaire. Et par rapport à votre expérience et par rapport à ce que vous pouvez voir aussi sur le terrain, est-ce que vous pensez que ces paramètres, notamment la capacitance, peuvent être utiles alors pour peut-être confirmer justement ces modifications d'inflammation stress-oxydant ou pouvoir mesurer d'autres paramètres cellulaires, d'autres fonctions métaboliques qui sortiraient aussi de la composition corporelle et qui permettraient de donner des informations complémentaires? Alors la réponse est évidemment oui. Je ne peux pas dire non. Je suis en train d'essayer de trouver des ratios qui pourraient justement intervenir là-dedans. Mais je n'ai pas encore de réponse définitive. Je suis occupé à essayer d'en trouver. Donc c'est en cours. Oui. C'est en cours et qui pourrait être utilisé après sur d'autres cas, que ce soit les sportifs ou des cas pathologiques. Alors du coup, une nouvelle question aussi de la part de Nicolas Garvin qui demandait en fait jusqu'à quel seuil l'angle de phase est normal pour une inflammation. C'est une très bonne question parce qu'encore une fois, pour moi, l'inflammation, ça ne veut pas dire grand-chose. Et tout dépend de comment vous pouvez la gérer. Un sportif peut être en état inflammatoire presque chronique ou, par exemple, les forces spéciales qui s'entraînent presque tout le temps sont en état d'inflammatoire chronique. Ce n'est pas pour autant que ça leur pose un problème majeur. Donc, aux alentours de 6, on sait que c'est tout à fait normal. Si on commence à descendre beaucoup plus bas que ça commence à, enfin, beaucoup plus bas, c'est de l'ordre d'un demi-degré ou un degré, on sait que ça commence à être un petit peu différent. Mais encore une fois, je pourrais trouver des forces spéciales qui s'entraînent depuis 3 ans et qui sont à 5,2 d'angle de phase et que ça ne leur pose pas nécessairement de problème. Voilà. Ah Donc, oui, à 5,2, il serait quand même dans un état inflammatoire très important parce ah ben que c'est le c'est des cas. gens. Oui, non, non, Ah, ça a coupé un peu. Accidents, et notamment des accidents de décompression qui ne en tant que militaires, et puis après, ils continuent leurs entraînements pour leurs compétitions internationales. Et ils arrivent à des états inflammatoires extraordinaires qu'on n'arrive même pas à trouver chez les sportifs de haut niveau qui ne sont pas en même temps membres des forces spéciales. Ah oui, non, non, D'accord. Mais après, ouais, et au niveau santé, vu qu'ils arrivent justement à récupérer suffisamment entre chaque chose, ils arrivent quand même à le gérer dans le temps. D'accord, non, non, c'est intéressant. Après, sur du sportif de haut niveau, à ce moment-là, on rejoint aussi ce que vous disiez avant, qui est plus que sur un suivi de sportifs, comme eux, ils vont pas descendre aussi bas, il vaut mieux en fait regarder par rapport à une valeur normale ou de performance, voir s'il y a une diminution qui est trop importante. Euh, un exemple, ça serait un sportif en fin de préparation juste avant une compétition. Il y a des chances que si son angle de phase baisse et que son IR augmente, c'est qu'il soit dans un syndrome où il récupère pas suffisamment. Et donc, il vaut mieux le mettre en repos le temps que la compétition arrive. Très bien. Ou en décrassage ou quelque chose comme ça. Donc, ça permet de doser en fait. Et je pense que le body coach, comme Ah. je ne suis pas vendeur d'appareils, j'en sais rien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat, d'autres Ah, apparemment, ça a coupé à partir de Biody Coach sur votre réponse, donc on n'a pas entendu la réponse Mais ma réponse, c'est totalement. de dire que je pense que le BioD coach donne l'angle de phase et le Mm. rapport d'impédance, mais je ne connais pas tous les appareils, donc il faudrait peut-être demander à M. Gourard, si c'est Gouraud, pardon, si c'est le Désolé. Euh, oui, oui, Je non, pense que j'ai lu le nom de quelqu'un d'autre. Désolé. il y a aucun problème. Oui, oui, il le donne normalement. Vous l'avez au-dessus de votre
au-dessus dans le tableau de bord Biody Manager, vous allez l'avoir au-dessus dans les résultats donnés. Du coup, une question également qui est posée par Aurélie Francin, qui est de savoir si chez les personnes âgées, l'angle de phase chute. Eh oui, eh oui. Et à votre avis, physiologiquement, est-ce que ça peut être uniquement lié euh, au stress oxydant et à l'inflammation qui apparaît chez ces personnes-là, ou ça peut être lié aussi à d'autres choses euh, qui pourraient apparaître dans le vieillissement? Alors, réponse oui et réponse non. Parce qu'on sait aujourd'hui que les personnes âgées qui restent actives ont quand même un état inflammatoire moindre. Donc, est-ce que vous me parlez d'une personne âgée inactive ou une personne âgée active? Si vous me parlez d'une personne même jeune inactive, je vais vous dire que ça chute aussi. Donc, le phénomène, c'est la lutte contre l'inflammation latente, on va l'appeler comme ça. Et ça, c'est inhérent à votre activité physique, inhérent au maintien de votre système, ou en tout cas de vos défenses anti-inflammatoires et antioxydantes. Donc, encore une fois, oui, ça chute chez la personne âgée. Non, ça peut être maintenu chez une personne âgée active. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce Bonjour que Étienne, bonjour Constantino, je suis avec Alain. Il Câlin. a une question pour Constantino. Oui, j'ai vu l'explication tout à l'heure au niveau cellulaire de, d'un épanchement de l'eau intracellulaire vers l'interstitiel. Est-ce que justement cette IR serait une indication d'un épanchement de l'eau intracellulaire vers l'eau extracellulaire, non, vers l'eau interstitielle, pardon. Exact. Donc une petite baisse, parce que je suppose que c'est en petite quantité, mais peut-être une petite baisse de l'eau intracellulaire. Alors, c'est toute l'argumentation que j'essaie de voir avec plus de précision aujourd'hui, mais je suis tout à fait convaincu que c'est effectivement l'augmentation de l'eau extracellulaire qui est un des marqueurs les plus intéressants, qui n'est pas seulement en rapport justement avec la graisse, mais bon, on parle de l'eau extracellulaire plus élevée quand il y a de la graisse, mais on sait aussi que les personnes avec une masse graisseuse plus importante ont un phénomène inflammatoire qui se met en place en même temps. Donc, il faudrait qu'on trouve un ratio qu'on va discuter ensemble, Alain, un jour ou l'autre, qui serait plus spécifique sur l'eau extracellulaire, appelons-la, ou interstitielle, inflammatoire, qui ne dépendra pas de l'eau, je dirais, inhérente à la masse graisseuse. Très bien, très intéressant. Ben, c'est ce que j'essaye de trouver, mais je n'ai pas encore eu le temps de me pencher autant que j'aurais voulu dessus. pour aller un peu plus loin aussi sur cette idée d'épanchement extracellulaire, on pourrait même imaginer que justement ce ratio d'impédance sur une mesure de bioimpédance très localisée puisse permettre de potentiellement détecter une inflammation locale ou un œdème à terme. Alors ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait notamment sur le traitement des gros bras, des édèmes lymphatiques post-mastectomie, par exemple. Donc ça a déjà été fait. Donc c'est faisable. La technologie est tout à fait celle que vous pouvez utiliser. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait discuter de l'acide lactique aussi. Et ça, c'est une autre discussion. D'accord. Mais c'est encourageant pour la suite. C'est-à-dire qu'il y a encore plein de possibilités avec la technologie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, bah, on pourrait s'arrêter là. Euh, apparemment, non. Eh bien, du coup, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. C'était très, très intéressant. Euh, ça, ça ouvre plein de belles perspectives, je trouve. Euh, vous- pour les gens qui n'auraient pas forcément assisté à nos autres webinaires, je vais profiter de la fin de ce webinaire pour vous dire qu'en fait, ce webinaire et les autres et les prochains
font partie en fait de quelque chose qu'on a mis en place notamment sur notre site internet. Si j'arrive à partager mon écran, notamment au niveau de l'onglet formation qui va se charger, où vous pouvez retrouver en fait, notamment parce que j'ai vu passer la question dans le chat, où vous pouvez retrouver effectivement tous les replays des webinaires qui ont été faits précédemment sur le site. Ainsi, vous pouvez aussi le retrouver sur la chaîne Aminogramme Academy sur YouTube. Et également dans cet aminogramme académique, nous essayons de mettre à jour de manière générale. Vous pouvez retrouver en fait des publications générales sur la bioimpédancemétrie, des présentations en fait des travaux qui ont été effectués avec notre technologie, et petit à petit aussi des études de cas dans lesquelles en fait, dans beaucoup de domaines dans lesquels la bioimpédancemétrie peut être utilisée, dans lesquels en fait vous allez retrouver justement des études de cas que nous pouvons rencontrer, qui vous permet en fait de regarder un peu comment on peut utiliser aussi la bioimpédancemétrie pour des cas très particuliers, comme ici par exemple dans la détection d'une obésité sarcopénique. Et aussi également, j'en profite pour parler du prochain webinaire, puis après nous pourrons nous arrêter là. Alors, il faut que je partage. Du coup, le prochain webinaire qui aura lieu dans un mois, donc le jeudi 27 avril, où cette fois nous parlerons de l'utilisation de la bioimpédancemétrie dans la nutrition du sportif, et dans laquelle Cécile Capdeville, qui est nutritionniste juste dans la nutrition sportive, qui est d'ailleurs consultante dans la Fédération française de triathlon et a travaillé avec l'Olympique de Marseille, nous présenteront des cas. Elle nous présentera des cas d'utilisation de la bioimpédancemétrie pour suivre des sportifs au cours de ce webinaire. Donc, nous vous enverrons le lien d'inscription via la prochaine newsletter de l'entreprise, auquel vous pouvez vous inscrire, où vous aurez toutes les informations qui sont liées au webinaire et à l'Aminogramme Academy. Donc, si il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques en regard justement de cette Aminogramme Academy, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée.